Aymeric Patricot, bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui, donc mardi 21 septembre, pour qu'on échange autour de votre second roman qui s'intitule Suicide Girls et qui est publié aux éditions Léo Cher. Alors, ce qui frappe d'abord, évidemment, c'est évidemment le titre et puis aussi l'illustration que vous avez choisie pour la couverture. C'est de votre fait ou c'est l'éditeur d'où ça vient? En fait, oui. Oui, non, parce qu'il faut préciser qu'il s'agit d'une photo prise par Irina Ionesco, une photo de sa fille Eva. Alors, je suppose que vous êtes au courant qu'elle est en train de tourner un film sur l'utilisation abusive que sa mère a faite pendant toute son enfance, son adolescente, de son corps, de son image. Et donc, je suppose que c'est en connaissance de cause que vous avez choisi cette illustration-là. J'imagine. Alors, en fait, on a mis un certain temps avant de trouver la bonne photo. On a dû mettre 2 mois avant de trouver une photo qui nous plaisait vraiment. Soit on tombait sur des choses trop glauques, ou alors des choses trop éloignées du sujet. Et tout d'un coup, on est tombé, mon éditeur et moi, sur le travail de Irina Ionesco, et on a tout de suite eu le coup de cœur en se disant que ça correspondait parfaitement à l'atmosphère du roman, c'est-à-dire assez sombre, mais en même temps assez romantique, et avec des effets un peu esthétisants. Donc il y avait à la fois une grande douceur et une violence contenue dans ces photos-là. Ouais, donc ça a été un coup de cœur esthétique. D'accord, parce qu'il y a quelque chose quand même de sulfureux et de subversif aussi dans, oui, dans voilà. cette Alors, photo qui est une exhibition d'une adolescente. Oui, c'est une femme, pour décrire un peu la photo, une adolescente qui, avec une sorte de cadenas autour du cou et qui se dénude en partie. Oui. Et puis qu'il y a des traces sombres sur les joues. On se demande si c'est du sang ou si c'est quelque chose de rituel. Alors en voyant les photos, on se doutait qu'effectivement l'adolescente en question a dû vivre curieusement, entre guillemets, le fait d'être prise en photo par sa propre mère. Mais j'avoue n'avoir été au courant du véritable traumatisme que ça a été pour elle que cet été, en lisant une double page de Libération sur cette affaire-là. Et j'avais l'intention d'envoyer le livre à Eva Ionesco, c'est-à-dire l'adolescente qui est maintenant une actrice française. Mais en lisant l'article, je me suis dit que ça lui ferait pas forcément plaisir de recevoir le livre. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas eu besoin d'une autorisation pour... Oui, on a eu l'autorisation d'Irina, c'est-à-dire la mère, qui possède les droits. Et je crois qu'elle a lu le texte et elle était heureuse que la photo soit choisie pour ce texte. Mais très bien. Alors, on va en arriver au texte tout de suite. Donc, il s'agit en fait de 2 monologues alternés. Il y a 2 personnages principaux. Le premier, c'est un jeune professeur, un débutant, qui apparemment mène une vie assez lisse, assez conforme entre son métier et une jeune compagne bien sous tout rapport, charmante, ravissante, impeccable. Et petit à petit, en fait, on s'aperçoit que sous ces apparences parfaitement convenues, il est en fait dévasté. Enfin, c'est quelqu'un qui est comme... plutôt petit à petit se vernit, se lézarde, et on a accès à quelque chose de complètement explosif en lui. Et d'autre part, l'autre voix qui se manifeste en alternance, c'est celle d'une jeune collégienne qu'on suit sur des années. Enfin, elle est collégienne au départ, et puis elle devient adolescente, jeune femme. Et c'est une jeune fille qui est appréhendée essentiellement à travers son corps et ce que son corps suscite. Et à partir du moment où elle entre dans l'adolescence, c'est-à-dire dans l'ère des métamorphoses, où son corps devient en fait un objet de désir, elle devient elle-même l'objet de brimades et d'agressions extrêmement violentes de la part des garçons de son collège, puis de son lycée. Et elle comprend pas pourquoi. Elle assiste à ce mystère, à cette violence qui est... Et en fait, ce qui va relier ces 2 êtres, le point de connexion, c'est une attirance irrépressible pour la mort. Alors, chez le jeune professeur,
on comprend très vite que c'est lié à un traumatisme originel. C'est la mort de son père, le suicide de son père plus exactement, dont il s'est jamais relevé et qui fait qu'il est hanté par ça, par la figure de son père et par la tentation du suicide. Et chez cette jeune fille, c'est la conséquence de ces mauvais traitements, enfin, de ces agressions continues dont elle est l'objet. Et c'est ces deux vies qui vont converger progressivement l'une vers l'autre. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a pris de traiter ce thème? Comment c'est venu? Qui est quand même si on prétend que tout est possible, qu'on est à l'ère, on est entré dans une ère où tout a été dit, où plus rien n'est censé déranger, ça reste quand même dérangeant. D'ailleurs, vous en avez eu la preuve, apparemment. Oui, donc d'où c'est venu le désir de traiter ce thème-là? Alors, l'impulsion première de l'écriture de ce livre est partie d'une rencontre. J'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui m'a raconté son histoire. Et c'était une histoire absolument atroce et fascinante, aussi une belle histoire, mais terrifiante. Et j'ai d'abord entrepris de raconter cette histoire-là. Et c'est l'histoire, la deuxième voix, comme vous dites, de Manon. L'histoire de Manon. Voilà, donc cette histoire-là est inspirée en grande partie d'une histoire vraie. D'accord. Et puis, je me suis rendu compte que c'est une histoire qui me touchait profondément, pour une partie, pour une raison sans doute autobiographique, c'est-à-dire que j'ai eu des exemples dans ma famille de ce genre de pulsion suicidaire où je soupçonne mon propre père d'avoir commis l'irréparable, comme on dit, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de broder autour de l'histoire de cette fille, Manon, l'histoire d'un narrateur qui serait fasciné par ce genre de fille et dont toute la vie s'engouffrerait dans la fascination pour des filles un peu borderline. Voilà, et donc j'ai imaginé cette progression parallèle, un jeune homme bien sous tout rapport qui petit à petit se met à voir de plus en plus celles qu'il appelle les Suicide Girls, à la fois par plaisir et puis parce que ça lui permet d'exorciser ses propres pulsions suicidaires. Et puis l'histoire parallèle de Manon, pour expliquer comment elle en est arrivée à se détruire à ce point-là. Et, voilà. Et puis l'idée que les deux se rencontrent et que paradoxalement, sur fond d'amour noir comme ça, pouvait germer une forme de passion, une forme de... Même de rédemption. De rédemption et même de survie. C'est un roman qui au final se finit plutôt bien. Donc c'était... on pourrait résumer quasiment le roman en disant qu'il pose la question... comment survivre à ce genre de choses, comment même retrouver goût à la vie, paradoxalement, en fréquentant des gens qui ont l'air détruits au fond d'eux. Oui. En allant au plus bas, au plus profond, en touchant, c'est vraiment l'articulation, fondamentale, tragique, classique, Eros et Thanatos, là, qu'on retrouve, mais déclinée sous une forme tout à fait singulière. Oui. Et d'ailleurs, lui-même, le narrateur s'étonne lui-même, il se dit c'est bizarre que j'ai autant de plaisir à voir des filles qui esthétisent leur rapport à la mort, qui commettent des tentatives, qui sont complètement ravagées, même par l'alcool, par l'autodestruction. Et il se demande aussi pourquoi, dans la mesure où c'est son père qui l'a vu se suicider, et il se dit mais c'est bizarre que je sois fasciné par des jeunes femmes, finalement c'est très loin de ma propre vie. Oui. Et il comprend que c'est une manière d'érotiser cette peur de la mort, et puis de lui survivre. Et en fait, c'est une vraie joie qui le mènera vers ces filles-là. Une forme de réparation. Oui, mais une réparation joyeuse. Oui, mais il est obligé quand même de se confronter à l'ultime pour pouvoir le voilà. dépasser. Alors, c'est un amour évidemment qui sera très complexe. Et puis lui-même sera un peu ravagé par cet imaginaire noir, et donc sa vie proprette sera balayée complètement. Il pourra plus vivre la même vie de couple qu'auparavant. En fait, il s'était cuirassé, cadenassé dans cette vie apparemment complètement, sans aspérité. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose qui moi m'a intrigué, alerté, c'est que alors je sais pas si c'est sa femme, non, c'est plutôt sa compagne, peu importe. Donc elle paraît au départ c'est sans trait distinctif, et il va s'avérer que elle a quand même des particularités, entre autres une qui consiste en fait à subir les agressions sans jamais se défendre. Elle est complètement passive dans ces cas-là, elle se laisse malmener sans réagir.
Et bizarrement, lui, enfin c'est une chose que j'ai eu du mal à comprendre, ça l'exaspère, ça l'éloigne d'elle. Or, je me suis dit, pourtant, là, il y aurait peut-être pour lui quelque chose à creuser, lui qui est attiré justement par les filles qui se font démolir. Pourquoi est-ce que justement il saisit pas cette chance-là peut-être de se rapprocher de sa compagne et de trouver une catharsis à travers elle, parce que ça manifeste une faille chez elle, enfin une fêlure. Oui, alors ça c'est un point intéressant. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec des gens qui avaient lu le roman. Effectivement, ce qui trouble le narrateur, c'est que sa compagne ne réagit jamais quand on l'attaque. Ouais. Notamment dans le cadre professionnel. Elle se fait humilier par des gens, elle pleure un peu, mais finalement elle leur pardonne très vite. Et il a du mal à supporter ça. Et il se dit, c'est étrange, pourquoi j'ai du mal à voir ma petite amie ne pas réagir aux attaques. Oui, parce mais que alors justement, il se dit, mais c'est que moi-même, j'éprouve beaucoup de colère contre les gens qui l'agressent. Mais elle me fait culpabiliser d'éprouver de la colère. Elle est tellement dans le renoncement à l'agressivité que moi-même, qui suis son compagnon, je me sens nul et coupable à vouloir taper ceux qui l'agressent. Donc il est complètement porte-à-faux. Et il se dit, ce qui est terrible, c'est que c'est elle qui se fait attaquer, ce sont les autres qui sont des salauds, et c'est moi qui passe pour le salaud, le vil, à ressentir de la colère. Mais sa compagne est très différente des Suicide Girls, puisque elle est très proprette, entre guillemets, mais elle accepte son sort sans broncher, elle n'éprouve jamais d'agressivité, alors que les Suicide Girls le vivent très mal, assument leur côté noir. Bon. Et sa compagne a un côté lisse, mais ne reconnaît pas du tout. Enfin, comment dire, elle a une vision un peu angélique de la vie, genre les gens m'attaquent, mais c'est comme si je le voyais pas, tout est beau. Elle s'en tient à la surface lisse. D'accord, elle éprouve pas de souffrance en fait. Ou alors complètement refoulée. Ouais. Et alors que lui, qui sent au contraire la douleur remonter en lui, se sent très différent de cette fille-là. Il se dit, mais moi j'ai des pulsions terribles, elle apparemment n'en a pas, et je suis ridicule parce qu'elle me comprend pas, elle veut pas voir en moi ce qui est terrible ni en elle, et du coup il va chercher ailleurs des filles qui, elles, assument leur côté noir. Donc ils n'arrivent pas à se rencontrer sur ce terrain-là alors qu'ils auraient pu en fait. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais ils auraient pu. Parce qu'il y a quand même une parenté avec Manon qui se c'est vrai, vraiment, enfin, elle se fait vraiment détruire. Alors, Manon, c'est une figure complètement énigmatique et fascinante. Hein. Alors, effectivement, si elle existe, je comprends que vous ayez été monté par elle. Alors après, ça reste du roman. Oui, bien sûr. Elle m'a raconté, elle m'a parlé un peu de sa vie et j'ai brodé, mais la trame est... Enfin, le personnage, tel que vous l'avez restitué, est complètement fascinant, quoi. Parce que elle assiste à quelque chose qui lui échappe complètement. Elle sent qu'elle est détentrice de quelque chose dans son propre corps qui suscite une violence extrême chez les autres, et elle ne maîtrise rien. Et elle ne comprend pas parce qu'elle se dit, d'abord elle se compare avec les autres filles, et elle se dit, il y en a qui sont bien plus belles que moi, enfin notamment une qu'elle cite, et qui est une espèce de beauté classique, et en fait intouchable à cause de ça. Et surtout quelqu'un qui paraît droit dans ses bottes, bien équilibré et tout. Et elle, petit à petit, elle prend conscience d'une ambivalence en elle, c'est-à-dire que à la fois de la beauté de son corps dont elle n'avait pas conscience, hein, et que ce corps ne suscite pas ce qui devrait, enfin ce que la beauté suscite de manière assez générale, c'est-à-dire le respect, voire la vénération. Et au contraire, ce que la beauté peut susciter aussi, en fait, hein, mais qui le plus souvent est refoulé, un désir de destruction, parce que c'est insupportable à... Enfin, alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe chez ces garçons, qu'est-ce qu'il y a dans cette fille. Est-ce que c'est originel en elle? D'où ça vient, cette fêlure? Qu'est-ce qui fait que les autres s'engouffrent dans la brèche qui est désignée par ce corps? Oui, c'est pareil, vous avez vu des petits passages qui sont clés, sans forcément qu'on les remarque, mais en fait, la différence entre Manon et d'autres filles plus belles, c'est que c'est pas la même beauté. Il y a des beautés un peu froides ou un peu lisses, ou des jolies beautés. Et elle, c'est pas qu'elle est plus belle que les autres. Elle a même peut-être un physique plus commun, mais c'est elle sent qu'il y a quelque chose dans sa silhouette qui provoque un fort désir.
un désir peu respectueux, oui, peut-être un désir plus animal. Mais ça, c'est le hasard des... Enfin, elle le comprend comme ça, c'est le hasard des physionomies. Elle y peut rien. Son corps, dans une classe où il y a, mettons, une quinzaine de filles, son corps est de loin celui qui suscite le désir le plus vif. Mais sans qu'elle ait forcément les traits jolis qui pourraient mettre à distance les garçons. D'autre part, elle sent qu'elle a une histoire familiale un peu compliquée qui fait que aussi, hein. Elle se met un peu à l'écart des autres, elle réagit parfois de manière un peu vive, elle est un peu écorchée vive d'emblée, ce qui fait que ça forme un cocktail explosif. Une fille qui attire un désir brutal, qui en plus est un peu bizarre, un peu à l'écart, il y a un phénomène qui s'enclenche et qu'elle n'arrive pas à... Alors en revanche, c'est une fille qui lutte. Elle constate cette brutalité de la part des garçons, elle le subit, mais en étant révoltée. Mais le problème, c'est qu'elle a beau être révoltée. D'une part, les garçons sont plus forts qu'elle, donc ils finissent par la voir. Puis ils sont en bande. Ils sont en bande, voilà. Et puis le pire, c'est que les adultes refusent de le voir. Et ça, je crois beaucoup en genre de phénomène. La lâcheté des adultes. La lâcheté intégrale. Oui, des adultes, de tout le monde. Bon. Et il y a une scène dans le roman assez frappante où elle... Enfin, je dis ça... que j'ai voulu frappante, elle recroise vers l'âge de 20 ans un des garçons qui l'avait violée quand elle était adolescente, et lui est content de la revoir. Et pour lui, c'est complètement anecdotique. Oui, et il voit pas, il se rappelle à peine qu'il avait violé cette fille-là, alors qu'elle, sa vie est ravagée. Et elle est bouleversée de se voir que ce garçon-là, oui, il l'a aimé un peu fort, entre guillemets, bon, il l'a un peu forcé, mais après tout, c'est pas grave, et il y a un gouffre entre ce que les gens commettent et puis ce que les autres sentent. Comment c'est possible ça? C'est un garçon qui est dénué de conscience. Non, mais ça, j'y crois beaucoup. Je crois que c'est un phénomène très humain. Ceux qui font le mal... le déni total. Soit le déni, soit se rendent pas compte simplement de la profondeur de la blessure. Quand même violer quelqu'un. Vous croyez que ça finalement, je crois assez peu au remords. Enfin, je suis à peu près persuadé que des gens qui font le mal... Pourquoi ils auraient du remords après tout